Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, eh bien, on va évoquer une page importante de notre histoire, une page souvent méconnue, souvent passée sous silence, celle des Juifs en Vendée, en particulier pendant la sombre période de l'occupation. Christophe Dubois est notre invité, il est directeur de la Bibliothèque de Vendée, la BDV, mais c'est en tant qu'auteur qu'il vient nous parler de son livre Les Juifs en Vendée, publié aux éditions du CVRH, Centre Vendéen de Recherches Historiques. Allez, un ouvrage essentiel pour comprendre les persécutions et les parcours de survie de cette communauté dans le département. C'est parti. Et oui, qui sait aujourd'hui que des réfugiés se sont installés en Vendée ? Cela fait des années que Christophe Dubois mène un travail de recherche de fond, un travail au long cours, archives, collectage de témoignages. Il retrace les trajectoires de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants venus se réfugier ici, en Vendée, et éclaire une communauté longtemps oubliée. La mémoire du passé, ce n'est pas seulement la commémoration, c'est aussi ce que Robert Antelme, poète déporté, appelait une mémoire active. Voir, comprendre le contexte historique, mettre en perspective, analyser les faits, donner à lire, à voir, à entendre. Christophe Dubois signe un ouvrage précieux, puissant, à la fois rigoureux et bouleversant. Moi, je vais vous dire, c'est un livre qu'on ne lâche pas une fois entamé, un travail de mémoire remarquable et surtout un acte de reconnaissance envers les victimes de la politique nazie, mais aussi envers celles et ceux qui, en Vendée, ont sauvé des vies. Ce livre, évidemment, résonne avec force dans le monde d'aujourd'hui, des mots déchirants qui nous appellent au devoir de mémoire, à la vigilance, à l'humanité. Parce que même dans la nuit la plus noire, il y a eu des gestes d'amour, d'aide, de solidarité. Et tiens, et si un jour la guerre ne rimait plus qu'avec naguère ? Allez, on peut l'espérer. Quelle est l'histoire des réfugiés juifs en Vendée ? Combien étaient-ils ? Quelles ont été leurs trajectoires ? Que révèle-t-elle de la politique antisémite de Vichy à l'échelle locale ? Pourquoi la Vendée, ce département rural, a-t-elle accueilli des réfugiés ? Était-ce un choix par défaut, une stratégie pensée ? Pourquoi cet ouvrage et comment s'est déroulé le travail d'enquête ? Comment on peut avoir accès à des archives inédites, des témoignages ? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité Christophe Dubois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau et très heureux d'aborder un pan de l'histoire très méconnu. Oui. Oui. Alors peut-être qu'avant de se lancer dans le sujet, je vais vous présenter. Alors, c'est nos Jean-Pierre Précieux. Ils sont beaux, là. Jean-Pierre Bertrand et Jean-Pierre Pouvreau. Alors, Jean-Pierre, voilà, je me mélange. Les Jean-Pierre. Il y a de quoi Monsieur Pouvreau. Voilà, je vais vous appeler Monsieur Pouvreau. Au menu du jour. Une vieille recette qui est vieille comme qui vient de mon grand-père, de ma grand-mère, mais il y en avait plein. C'est du vin de chicorée, qui est une recette qui est démodée complètement. Et tout ce qui est démodé, j'ai beaucoup de plaisir à le relancer, le remettre à la mode. Que c'est des goûts qui ont disparu. Oui. Et si on ne prend pas le temps de les faire revivre, c'est un goût qui a plus court, quoi. Donc c'est intéressant de le redéguster. C'est très bon à dose homéopathique, bien sûr. Bien sûr. Une recette qu'on retrouvait peut-être aussi au moment de l'occupation, non ? C'est une recette qui date de la guerre. C'est une recette que sur le livre de recettes de mon grand-père Joubert, Boudin, qui était charcutier de métier. Ouais. Et qui date... qui date de la guerre, de cette période-là. Je ne peux pas l'authentifier de façon exacte, mais oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. Jean-Pierre Bertrand, des archives, j'imagine, sur le sujet. Et on va voir deux types d'archives. Et la première, c'est une vidéo qui nous a été confiée par le comité français pour Yad Vashem et qui présente le retour de ces enfants juifs déportés à Chavagnat-Payet. Oui. Et c'était en 1999. Donc c'est l'émotion des retrouvailles entre ces enfants et les parents de l'époque. Donc je trouve que l'instant est très fort. Oui, j'imagine. Oui. Et puis sinon, évidemment, je n'ai pas grand-chose dans les témoignages. Par contre, j'ai ressorti des enregistrements musicaux qui vont être d'actualité par rapport aux propos échangés. De la musique dite traditionnelle israélienne. Ça participe aussi de l'histoire de cette communauté. Christophe, qu'est-ce qui vous a conduit à enquêter sur... Alors, est-ce qu'on peut parler d'une histoire oubliée ?
On peut parler d'une histoire oubliée. Ce qui m'a conduit à écrire cette histoire, c'est que j'ai été archiviste pendant longtemps, et notamment aux archives départementales de la Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et il se trouve que je m'occupais du classement des fonds de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et je me suis aperçu à l'époque que cette histoire, cette communauté, alors on parle de communauté, on met des guillemets, parce qu'ils n'étaient pas très, très nombreux. Hein. Ouais. Au maximum, on les évalue à 250 dans la guerre. Malgré tout, ce n'est pas négligeable, cette communauté avait été complètement oubliée. Et le premier à en avoir parlé, c'est Jean Rousseau, avec les enfants, dont parlait Jean-Pierre. Mais on avait oublié la communauté qui était arrivée avant, En amont. 30 ans avant, en amont, D'accord. au moment de la Première Guerre mondiale, qui venait de l'Empire ottoman. Et ces gens n'étaient pas connus, donc j'ai eu envie de les faire connaître. Ouais. Pas connus, mais complètement intégrés, puisque si arrivé... Oui, ils sont 70, 80, ils viennent de l'Empire ottoman, de Constantinople, de Smyrne, et ils s'intègrent dans les années 1915-1920. Ils sont tous commerçants dans le textile, dans le quartier des Halles, à La Roche-sur-Yon, au Sable d'Olonne, aux Herbiers. Ouais. Et c'est ce que j'ai dans le livre, ils deviennent invisibles. Ils deviennent invisibles parce qu'ils s'intègrent dans la population. Il y a des mariages avec des Vendéens catholiques, ils deviennent français. Ouais. Pour la plupart, pas tous avant la guerre, mais pour une bonne partie d'entre eux. Leurs enfants sont scolarisés dans les meilleures écoles de La Roche-sur-Yon, des Sables. Voilà, et ils sont vendéens. À la veille de la guerre, on les considère comme vendéens, acteurs de la vie locale, absolument. Ouais, ouais. Voilà, certains ont des prix d'excellence à l'école. Une d'entre elles est reine de beauté à La Roche-sur-Yon. Ouais. Et il n'y a pas de manifestation d'antisémitisme dans les communes vendéennes. Ouais. On ne voit pas ça. On n'en voit pas. Non. Donc ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Et c'est la guerre qui va les rendre visibles, à nouveau. 240 à peu près, vous disiez. Donc ça veut dire une première catégorie qui est arrivée donc entre les deux guerres. Absolument. Et puis les autres. Alors je compte trois groupes. Trois groupes. Qui au final font 250 personnes. Le premier groupe, on en a parlé, donc c'est juifs exilés juste au moment de la Première Guerre mondiale. Le deuxième groupe, c'est un deuxième groupe qui arrive en mai-juin 40 avec l'Exode. Qui vient en grande partie de Paris et des départements de l'Est de la France, qui est différent du premier, puisqu'on est sur des juifs ashkénazes et non séfarades. Je ne sais pas si on aura le temps de donner la différence, mais de cultures différentes. De cultures différentes. Qui sont plus aisées, sans être riches, qui, pour certains d'entre eux, venaient déjà en vacances, en villégiature au Sable, donc avant. Une connaissance. Donc ils sont 70-80, comme le premier groupe. Donc et puis on est à 140, 150. Et puis le dernier groupe, qui avait été étudié notamment par le travail remarquable de Jean Rousseau dès 2004, sont les enfants. Et sont les enfants les plus nombreux. Ils sont une centaine. Alors Jean Rousseau et moi, on arrive à une comptabilité à 105. On sait qu'il y en a d'autres, parce qu'ils étaient cachés. Donc certains n'ont pas été découverts, si j'ose dire. Leur cache n'a pas été découverte. Mais on est à peu près à 250, si on compte ces trois groupes. Et pourquoi la Vendée, un département rural, a accueilli des Juifs? C'était un choix, une stratégie? Alors si on parle des enfants, si je commence par les enfants, c'est qu'il y avait une tradition d'accueil des enfants en colonies de vacances, surtout de la région parisienne. C'est le cas notamment dans le sud de Vendée. Alors, les enfants, il y a deux filières de refuge. Il y a le nord-est Vendée, le Bocage, à Chavagne notamment, et surtout dans le sud-est, autour de Saint-Pierre-le-Vieux, Nieul-sur-Lotise. Et là, c'est vraiment caractéristique. Ce sont des colonies de vacances qui existaient avant la guerre. Et donc, on va utiliser la filière de ces colonies de vacances pour faire revenir ces enfants qui connaissent déjà les lieux. On les fait revenir de manière clandestine en 42, 43. Et 44. Et puis pour les premiers, c'était une stratégie pour ceux qui viennent au moment de la Première Guerre mondiale. Ils arrivent de Paris et ils sont commerçants. Ils se répartissent un petit peu la France de l'Ouest en envoyant certaines familles en éclaireurs, si j'ose dire, établir des commerces, s'installer et faire venir les cousins après. Ce sont des stratégies commerciales, en fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que ces trajectoires, elles disent de la politique antisémite de Vichy à l'échelle locale? Alors déjà, je disais que cette communauté était devenue invisible. Elle redevient visible à cause du statut des Juifs édicté par Vichy. Pas par les Allemands. Le statut des Juifs, il est édicté par Vichy en octobre 1940, durci par le maréchal Pétain, on le sait, parce qu'on a retrouvé des documents d'archives il y a quelques années. On sait que le maréchal Pétain est personnellement intervenu pour durcir ce statut. Et le statut dit est regardé comme juif. Et après, il y a toute une description des catégories de personnes qui rentrent dans cette catégorie de juifs. Et je trouve que ce mot est regardé. C'est très caractéristique. C'est même, on peut l'analyser psychologiquement. Qui regarde?
qui est regardé. Et donc il y a des personnes qui sont considérées comme juifs par l'État français, qui étaient complètement, je le disais, invisibles dans la population. Sans trouble à l'ordre. Qui sont catholiques parfois. Ils sont catholiques, mais parce qu'ils avaient des grands-parents juifs. Du coup, se découvrent eux-mêmes juifs. Donc la politique au niveau local de Vichy, c'est ça, c'est la mise en lumière, si j'ose dire, même si on va aller vers l'ombre après, d'une communauté qui redevient stigmatisée à cause de Vichy. Et des Allemands, bien sûr. Et des Allemands, vous évoquez une diversité de réseaux d'accueil. C'était qui ces acteurs de la solidarité? Ce sont des organisations, des anonymes, des religieux? Alors, ça part de Paris. Ça part de Paris. On a plusieurs organisations juives, notamment la WISO. Alors, je suis très mauvais en anglais, donc je ne donnerai pas l'acronyme, mais c'est un organisme américain qui vient en aide aux enfants, un organisme juif. Qui existe bien avant la guerre, et qui va organiser vers Chavagne, je dirais, une filière d'exfiltration, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est une filière de refuge. Et là, à Chavagne, on fait appel au maire. On fait appel au curé. On fait appel à toutes les personnes qui connaissent bien les familles, notamment le maire, qui va aller placer ses enfants dans différentes familles parce qu'il a confiance. Il sait que ces familles vont se taire. La clé du sauvetage, c'est le silence. On sait, mais on ne parle pas. Ça, c'est très important. Puis dans le sud Vendée, c'est la filière des colonies de vacances. C'est Olympe Baudry. Olympe Baudry, elle est originaire de Fontaine. Elle est née à Mouzeuil. Elle habite, elle a une maison à Fontaine, mais elle est institutrice à Belleville, à Paris. Et donc, elle organise ces colonies de vacances. Et c'est Olympe Baudry qui va continuer, pendant la guerre, à envoyer ses enfants chez elle, en fait. Chez elle, et puis autour qui fait le trajet aussi. Et qui fait le trajet, absolument. Donc c'est très risqué. Faire le trajet. Très risqué. C'est effectivement. Je vous propose qu'on marque une petite pause. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Allez. Donc pour profiter pour boire, bon, on boit pas du vin de chicorée. Mais... on est à l'eau du matin au soir. Ça c'est pour le dimanche, voilà, les grandes journées, mais pas autrement. Voilà, du vin de chicorée, c'est une vieille recette de mon grand-père, ce que je disais tout à l'heure. Bon, c'est simplissime à faire. 1 litre de vin rouge, il faut prendre du vin normalement constitué de au moins 13 ou 14 degrés. Bon, avec 12, ça marche quand même. Mais plus le vin est fort, plus ça se conserve quand même, quelque part. C'est pour ça qu'on boit ça à dose homéopathique. Alors, dedans, on met 16 morceaux de sucre roux ou alors du miel d'acacia ou de colza pour remplacer le sucre. Et puis 5 bonnes cuillerées à soupe de chicorée. Dans le temps, il y avait de la chicorée toujours, le roux. Maintenant, il y en a d'autres, la chicorée, le roux. 2 oranges et un citron bio, voilà, qu'il faut faire des petits zestes puis les mettre dedans. Et puis après, on met de l'eau de vie ou de la vodka, 30 centilitres. Voilà, dedans. Alors, pour que la marinade soit plus rapide, un petit peu quand même. Bon, voilà. C'est dimanche, C'est dimanche, Bon, dimanche, c'est permis. Et après les vêpres. Et après les vêpres. Oui, autrement, on ne va pas aux vêpres. Non. Et alors, donc, pour accélérer la maturation, on peut le faire avec du vin chaud. On fait chauffer le vin avant, et donc ça peut accélérer la maturation. Puis on laisse ça mariner à 3 semaines, un mois, si on veut. Voilà. Après, on filtre ça et on déguste ça, mais il faut le garder au frais, dans une cave. Puis comme il y a un peu d'alcool, ça se conserve quand même pas trop mal. C'est ça, ça aide. Ça aide. Voilà une recette bête et méchante, je peux dire, qui a disparu de la circulation, qui est intéressante pour faire redécouvrir un goût qu'on ne connaît plus. Merci beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé goûter, mais bon, je vois bien que c'est pas possible. La prochaine fois, j'en fais 1 litre, je ramène. Voilà. Et on le boira que dimanche. Bien sûr, il n'y a pas de problème, Jean-Pierre. Il suffit de demander. Christophe, je reviens vers vous sur des questions autour de la répression et de la résistance. Dans le livre, vous évoquez parmi les forces de l'ordre ou de l'administration, certains ont désobéi, je pense aux gendarmes des herbiers. Est-ce qu'on peut parler d'une résistance silencieuse en Vendée ? C'est une résistance silencieuse, ça va même plus loin. Les gendarmes des herbiers vont faire un faux procès verbal en insistant qu'une petite fille des herbiers a été cachée par ses parents dans le sud de la France, à Albi, pour être précis. Et en fait, c'est faux parce qu'elle est recueillie le jour même sous le regard des Allemands par les voisins, qui vont la cacher jusqu'à la fin de la guerre. Donc on est sur une complicité qui est même plus qu'une résistance silencieuse. Et c'est très risqué pour un gendarme. C'est très risqué et c'est difficile de s'impliquer, de contrevenir aux ordres de la hiérarchie.
On a eu la même chose dans le sud aussi, à Maillezais. Les gendarmes de Maillezais ont fermé les yeux sur des juifs qui se sont cachés ou qui ont fui, si j'ose dire, ont fui les rafles. Donc certains acteurs, fonctionnaires, ont pu contribuer à cette résistance silencieuse, tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est de la délation dans le département ? Vous dites qu'elle a été faible. Comment on peut expliquer cette exception ? Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'exception. Ouais, c'est pas une exception. Je voudrais casser un peu un cliché. Il y a un historien remarquable qui s'appelle Laurent Joly, dont je parle un peu dans le livre, qui a écrit un livre dont j'oublie le titre, mais la référence est dans le livre, sur justement cette délation. On est resté sur, je dirais, un cliché, comme quoi la délation a été très importante. Laurent Joly a analysé toutes les lettres qui ont été envoyées au commissariat général aux questions juives, où on dénonçait ces juifs. Elles sont en fait très peu nombreuses. Ah oui. Il faut le dire. C'est pas pour dédouaner la collaboration, c'est pas le cas, mais il faut être juste. Il faut être dans la vérité quand on fait de l'histoire. Elles sont très peu nombreuses. Et puis en Vendée, j'en ai trouvé qu'une ou deux dans les archives, ce qui est peu. Il y a une explication quand même, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, par Jacqueline Dervieux, qui était la fille de résistant Maxime Dervieux, qui travaillait à la préfecture, qui était toute jeune, elle devait avoir 18-19 ans, et qui consciencieusement mettait à la poubelle toutes les lettres de délation qu'elle recevait, parce que c'est elle qui triait le courrier. Donc il y en avait quand même. Il y a eu du tri en amont. Il y a eu du tri en amont. C'est une bonne chose. Efficace. On observe dans une forme de persécution administrative dans vos recherches. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consistait concrètement ? La persécution administrative, alors, c'est très important. On ne comprend pas la déportation à l'internement et la déportation des Juifs et donc leur assassinat si on n'a pas compris que ça commence par le fait de stigmatiser une population. On édicte un statut, on recense ces personnes. Il y a un acte de spoliation. Spoliation des biens. Je raconte dans le livre que la spoliation des biens juifs a été extrêmement dure en Vendée. Et donc, on les prive de leur identité quelque part, on les prive de leurs moyens de fuir, parce qu'ils doivent pointer tous les mois au commissariat de police. On les prive d'argent, ils sont spoliés, leurs comptes bancaires sont bloqués. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous souhaitez fuir, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas les moyens de fuir. Partir en zone libre, ça demande de l'argent. Les faux papiers, ça demande de l'argent. Se cacher, ça demande un logement où vous n'avez plus rien. Et donc, c'est le préalable à l'internement et la déportation. Ça, c'est très important. C'est dit par les Allemands de manière très claire et c'est assumé par l'État français. Voilà, on prépare quelque part un internement et une déportation, une mise à l'écart de la population juive dans le territoire français. Les conséquences humaines, vous indiquiez, sauf erreur de ma part, que 21% des Juifs installés en Vendée ont été exterminés. Ça signifie qu'une majorité a survécu. Oui. Comment on explique ce haut taux de survie ? Alors, c'est quelque chose qui a été mis en lumière il y a peu de temps, en fait, par un historien qui a eu la gentillesse de faire ma préface, Jacques Semelin, qui est professeur à Sciences Po, qui est originaire de Barbade, d'ailleurs. Oui, il dit son attachement à la Vendée. Et Jacques Semelin a dit quelque chose qui n'était pas vraiment entendable, parce que dire que 75% ont été sauvés au niveau national et 79% en Vendée, on a le sentiment que c'est pour minimiser en fait, ce qui s'est passé. En disant, regardez, il y a eu 75%. Mais non, pas du tout. On n'oublie pas les 25% qui sont décédés au niveau national, les 21%. Mais on rappelle quand même que s'il y a eu 75% et presque 80% de sauvetage des Juifs en Vendée, c'est parce qu'il y a eu ces chaînes de solidarité qui sont locales. L'opinion publique a complètement basculé à partir de 1942. Les Français disent non. Et les Vendéens disent non. On n'accepte plus le fait d'arrêter et de déporter ces personnes. Jusqu'en 1942, on est sur une politique de Vichy qui n'est pas encore tombée dans une collaboration très dure. C'est une politique de collaboration. À partir de 1942, il y a les rafles. Le point de basculement, c'est les rafles du Veldiv, le 16 et 17 juillet 1942, au niveau national. 13 000 Juifs arrêtés à Paris. Ça, c'est un point de basculement. L'opinion dit non. Ce qui permet d'éviter la catastrophe totale, si j'ose dire, avec une déportation très importante, comme on a eu aux Pays-Bas. 74% juifs ont été déportés, sont décédés. Voilà. Et en France, malheureusement, 25%, mais il reste 75% qui ont été sauvés. Il faut le dire. Et la Vendée est dans les mêmes, dans les mêmes chiffres. Ouais. Ce qui est remarquable, puisque rappelons que la Vendée est un département de zone occupée. Oui.
Donc c'est plus dur. Avec une présence allemande importante au début de la guerre, un peu moins après, mais au début de la guerre très importante. Donc c'est d'autant plus remarquable qu'on est dans un département qui est occupé par l'armée allemande. Alors, on sent, j'imagine, pour collecter des témoignages, on rentre dans l'intimité de famille, vous suivez des parcours de famille, on s'attache, je trouve que on le sent quand on le lit, on est très touché. Des histoires, on n'en sort pas indemne. Il y a des histoires qui vous ont particulièrement marqué. Enfin, moi, j'ai été très touché par Henri Dadoun, ce haut fonctionnaire déporté puis assassiné. Oui, c'est un personnage important. C'est le secrétaire général de la préfecture. Il a le titre de sous-préfet. Il est numéro 2 de la préfecture. Il est juif. Il n'y a eu qu'un seul secrétaire général juif en Vendée, c'est lui. Hein. Et il est licencié par le préfet dès octobre 1940. Il perd son emploi, il est mis à la retraite par anticipation. Et il va rester à La Roche jusqu'en 1942. Il est arrêté en juillet et déporté vers Drancy. Il part à Auschwitz en juillet 1943 et ne revient pas. Oui, c'est quelque chose qui marque. Et puis moi, je voudrais aussi parler on pourrait en citer plein, mais j'avais eu la chance de pouvoir retrouver une petite fille qui avait été cachée par son papa en 1944. Papa qui a été déporté, toute la famille a été déportée. C'est la famille Maslia. Cette petite Louisette, elle est toute jeune, elle est en 1935. Donc elle a 9 ans en 1944. Elle est cachée dans les Deux-Sèvres. Par son père, qui se méfie un petit peu des rafles, et il a bien raison, malheureusement. Et elle part vivre aux États-Unis. Je l'ai retrouvée très longtemps après, c'était en 2010. J'ai eu la chance de pouvoir correspondre avec elle. Elle disait que 17 personnes de sa famille avaient été déportées, mais que malgré tout, elle avait la Vendée dans son cœur. Parce qu'elle avait vécu à La Roche-sur-Yon. Elle est née à La Roche-sur-Yon. Et elle est décédée il y a malheureusement quelques semaines. Donc oui, on ne sort pas indemne. C'est toujours une émotion en racontant ces histoires. J'imagine. D'autres histoires à raconter. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Bertrand. C'est de bouche à oreille. Mais là, on va avoir justement d'émotions. C'est un reportage qui avait été fait par France 3, si ma mémoire est bonne, en 1999, quand des enfants juifs cachés donc à Chavagne-en-Paillé sont revenus pour la première fois retrouver leurs parents adoptifs, on va dire comme ça. Donc, on va entendre ces témoignages de quelques-uns d'entre eux. Donc, merci au Comité français pour Yad Vashem de nous avoir permis d'utiliser cette archive. On écoute. Aujourd'hui, autour de Suzanne et autour de leur mère vendéenne, ils sont enfin réunis, les enfants juifs de Chavagne, ensemble pour la première fois. Et pour la première fois, tous parlent et racontent leur histoire. Ils nous donnaient des hosties non consacrées, parce que moi je rêvais de prendre une hostie. Ouais. Et alors ils nous en emmenaient, mais non consacrées, parce que vous n'êtes pas baptisés, vous ne pouvez pas vous les prendre consacrées. Mais moi je me rappelle, j'avais pris des... Oui. Mais tu étais baptisé, pas... toi tu avais le droit. Ouais, j'avais le droit. Une fois tu étais baptisé. Et j'étais enfant de cœur. Hein. Ah oui, j'étais enfant de cœur aussi. Hein. C'est ça, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en reste de ça? Des souvenirs, des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Parce que vraiment, on était heureux ici. Hein. On était... C'est ce que je dis. On était loin de tout ça, tu sais, tous les... Et puis on était aimés, on se sentait en sécurité. D'ailleurs, je crois qu'ils m'avaient oublié. Moi, je les avais pas oubliés. Et c'est drôle, quand je suis arrivé, ils avaient ma photo sur leur buffet et tout ça. Et moi, ça m'a vraiment... ça m'a fait quelque chose, quand même. Parce qu'ils m'avaient pas oublié. Hein. Oui, on mesure l'émotion. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai fait ce choix. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Avant de conclure, il y a un objet que vous avez apporté qui m'intrigue, la loupe. On joue les détectives quand on se penche sur l'histoire. Vous m'avez demandé d'apporter un objet qui représentait mon travail. Oh, c'est toujours difficile. J'ai pensé à cet objet, alors ça fait un peu cliché, la loupe pour un historien, on imagine un historien un peu rat de bibliothèque, ce que je ne suis pas, j'espère, qui va scruter des documents un peu anciens. Ce qui est parfois le cas, parce que dans les documents de la Seconde Guerre mondiale, on a parfois des graphies qui sont compliquées, on a besoin de recourir à la loupe. Mais cet objet, en fait, pour moi, il est important de manière assez symbolique. C'est pour rappeler que l'historien, en fait, il est toujours subjectif. Le regard est subjectif. En fait, le regard déforme.
toujours. Et on doit être le plus objectif possible. Mais c'est difficile, surtout sur un sujet comme ça. On le sait avec l'actualité en ce moment. Et donc c'est pour dire que la bataille de l'historien, c'est toujours d'avoir un regard le plus neutre, avec du recul. Et c'est un combat un peu continuel, on y essaye, en tout cas j'ai essayé de le faire dans le livre. Et c'est très réussi, vraiment. C'est déjà la fin, évidemment on pourrait consacrer, mais je crois que vous faites des conférences. Oui. On vous retrouve notamment au moment des Journées du patrimoine, je crois qu'il y aura Mouchamp, il y aura la Gaubretière, il y aura... Et puis... Peut-être Bournezeau, avec grand plaisir. En tout cas merci, et puis je crois que vous continuez aussi avec les Ardennais de donner aussi quelques conférences. Le premier ouvrage, j'étais venu vous le présenter il y a quelques années. Ça fait 5 ans que j'ai commencé un cycle de conférences sur les réfugiés des Ardennes, sur le premier livre. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Christophe. Et puis on a l'habitude de se dire à Bétou. Alors à Bétou. Merci les Jean-Pierre. À Bétou. Merci, à Bétou.